Bonjour, c'est Antoine, content de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors ça y est, je suis de retour là, j'ai pris 2 semaines de vacances et ça fait du bien un peu de se déconnecter. Enfin vraiment, je me suis déconnecté dans tous les sens du terme parce que je me suis aussi déconnecté de Facebook, de Twitter. Ça doit faire plus d'une semaine que je suis pas allé sur Facebook. Et ça fait du bien parce que je me suis remis à lire, je me suis remis à consulter des formats longs, je me sens beaucoup mieux. Et du coup, j'ai eu plein d'idées. J'ai plein d'idées de contenu là que je vais faire ces prochains jours et ces prochaines semaines. Donc là, je suis de retour et je vais commencer aujourd'hui simplement par répondre aux questions parce que pendant mon absence, j'ai eu pas mal de questions et j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais essayer d'y répondre. Alors comme d'habitude, c'est mon avis, c'est avec mon expérience. Mes réponses sont pas, tu vois, je suis pas Jésus, hein, ça n'a pas vocation à être écrit dans une Bible ce que je raconte, donc c'est à prendre en fonction. Voilà, si ça peut t'aider, tu prends, sinon tu prends pas, c'est pas grave. J'ai une première question de Théo qui me dit: on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Comment faire quand nos amis sont négatifs et pessimistes et qu'on ne veut pas les abandonner? Alors, c'est souvent un problème, j'ai l'impression Enfin moi j'ai eu un petit peu le même souci. Quand tu découvres un peu un nouveau monde, c'est-à-dire que pendant longtemps, t'as eu une vie qui était un peu lambda, tu vois, genre moi j'avais la vie d'étudiant en école de commerce, j'avais des amis d'école de commerce, etc., vie normale. Et puis d'un coup, j'ai découvert un peu le monde le monde de l'entrepreneuriat, du business en ligne, de l'indépendance, du voyage, enfin tout ce monde-là finalement qui a accompagné la création de mon business et ce que j'ai fait ensuite. Et forcément, quand j'ai découvert ce monde-là, ça crée une sorte de contraste avec le monde dans lequel tu vivais avant, que tu peux trouver au début pas très inspirant ou plutôt pessimiste. Et c'est vrai que la mentalité par défaut, on va dire en France, c'est un peu le pessimiste en mode le gouvernement il faut rien, la vie c'est de la merde, t'as vu aujourd'hui il pleut, tu vois. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu la mentalité de base. Et bon, j'ai pas mal œuvré là-dedans aussi puisque j'étais le premier à être négatif et pessimiste quand j'étais étudiant. Ça m'empêchait pas d'être, tu vois, j'étais pas malheureux, mais juste voilà, j'étais pas trop dans les trucs de développement personnel et tout ça, donc je connaissais pas trop les principes de pensée positive, ou je sais pas, les trucs qui peuvent un peu t'aider quand même au quotidien. Et donc j'étais comme ça, et aujourd'hui, et au bout d'un moment, c'est vrai que tu te dis ouais, mais comment je fais avec mes amis d'avant qui eux n'ont pas changé quand moi j'ai changé? Et en fait, moi je pense que c'est pas un problème parce que, tu vois, c'est pas parce que tu te mets à lire des bouquins de business que tu vas arrêter de regarder Friends le dimanche, tu vois. Si tu kiffes regarder Friends ou regarder ta série pépère dans laquelle tu vas rien apprendre, dans laquelle tu vas pas te sentir motivé, dans laquelle tu vas pas te sentir super enthousiaste, c'est pas pour ça que tu vas arrêter de la regarder, c'est pas pour ça que cette série elle va rien t'apporter. Et moi, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à se couper justement de toutes ces distractions ou toutes ces choses qui nous apportent un petit peu qui nous apportent du plaisir sans nous apporter de la valeur, vraiment. On aurait beaucoup de mal à se couper de ça pour consulter uniquement de l'information ultra valuable qui va nous apprendre plein de trucs qu'on va pouvoir utiliser, etc. L'information qui demande, tu vois, des efforts. Quand tu regardes Friends, ça te demande aucun effort. Quand tu lis un livre business en anglais que tu vas pouvoir appliquer, ça te demande des efforts d'intégration et de compréhension. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'alterner les deux, en fait, tu vois, c'est de passer une partie de la journée à travailler, une autre partie de la journée à me détendre, tu vois, à faire la cuisine, à me balader, à écouter des trucs qui m'intéressent, tu vois, pourquoi pas regarder des séries, et puis une autre partie de la journée à lire des bouquins business ou à écouter des trucs un peu plus techniques, tu vois, qui vont m'apprendre des trucs. Et c'est le contraste, finalement, entre ces choses-là qui permet, je trouve, d'avoir un quotidien équilibré. Et c'est un peu comme un Sims. Je sais pas si t'as déjà joué aux Sims. Par exemple, jouer aux jeux vidéo, ça peut être, tu vois, on critique beaucoup, mais ça peut être un truc finalement qui peut te permettre de t'échapper un petit peu. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les Sims, et dans les Sims, tu sais, tes personnages ont ont des jauges de santé, de satiété, de envie de faire pipi, bref, ils ont une jauge pour chaque besoin. Et t'as un de leurs besoins fondamentaux, je crois que ça s'appelle divertissement. Et ils ont leur jauge de divertissement. Et si leur jauge de divertissement est tout en bas, ça veut dire s'ils n'ont pas eu aucun divertissement depuis longtemps, tu pourras tout faire pour les faire travailler, ils n'y arriveront pas. Et je pense que c'est un peu pareil dans la vie. Alors si tu fais que du divertissement toute la journée, ça va être compliqué de bosser. Mais si tu vois, si tu t'autorises, si t'es en mode moine, tu vois, tu t'autorises rien du tout, aucun écart, aucun divertissement, rien du tout, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, tu vas perdre aussi l'envie, tu vois, de t'informer. Et souvent, c'est après le repas de Noël qu'on a envie de bien manger. C'est après le repas de Noël qu'on a envie de prendre nos bonnes résolutions parce qu'on a un peu déconné, tu vois, on a forcé sur le champagne et sur le foie gras, quoi. Donc on se dit, voilà, maintenant j'ai vraiment envie de reprendre un bon départ.
Et peut-être si on n'avait pas fait cet excès-là du repas de Noël, on n'aurait pas envie de ça. Et de la même manière, si tu manges, tu vois, le chocolat, tu vois, le chocolat c'est très bon, mais si tu bouffes que ça toute la journée, au bout d'un moment, tu pourras plus le voir en peinture, le chocolat, tu vois. Alors que si tu en manges très peu, juste une fois de temps en temps pour faire plaisir, tu vas prendre beaucoup de plaisir à le manger. Donc pour revenir à ces amis, moi j'ai toujours mes amis d'école de commerce, mes amis d'avant qui sont pas du tout dans mon délire actuel, tu vois, de création de contenu, d'indépendance, etc. Et c'est pas grave parce qu'en fait je parle pas de ça avec eux, j'essaye pas de les convertir, tu vois. Je pense pas qu'on gagne à convertir tout le monde à sa cause. Je pense qu'on gagne surtout à avoir de la diversité autour de soi et à l'accepter. Et moi j'apprécie énormément le fait autour de moi d'avoir une partie de mes amis qui comprennent et qui sont dans le même délire que moi, une partie de mes amis qui sont pas du tout dans le même délire que moi mais avec qui je rigole bien quand même, une partie de mes amis qui sont dans un délire qui a rien à voir avec le mien, même avec lequel je pourrais être plutôt contre, mais finalement ça m'intéresse de discuter avec eux et de voir un peu quel intérêt ils y trouvent. Et finalement, c'est dans cette diversité-là que je trouve qu'on peut trouver de la valeur. Alors, je te dis pas qu'il faut passer ton temps avec des gens pessimistes, évidemment, c'est vrai que ça plombe le moral de passer son temps avec les gens pessimistes. Mais quand on dit la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, il n'y a pas seulement les personnes que tu vois, il y a aussi les personnes que tu écoutes, que tu entends, et c'est la magie aujourd'hui du contenu qu'on peut trouver absolument partout. Et c'est pareil en fait avec le contenu, c'est qu'on a un peu la moyenne des 5 contenus qu'on consulte le plus. Si tu consultes que des contenus à la con, tu vas pas être super inspiré pendant la journée, tu vois. Si tu consultes des contenus qui sont vraiment, tu vois, qui t'apprennent des choses utiles et tout, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et je pense que finalement, ce que tu trouves pas peut-être chez tes amis qui sont pas dans le même délire que toi, et ils ont le droit, ce que tu trouves pas chez eux, tu peux le retrouver dans autre chose. Tu peux le retrouver dans les podcasts que tu vas écouter sur internet, tu peux retrouver dans des vidéos YouTube qui vont t'inspirer, de gens qui vont t'apprendre des choses. Tu peux le retrouver dans des bouquins, il y a quand même des bouquins sur tout, tu vois, on va pas se plaindre, il suffit d'aller sur Amazon, il doit y avoir des dizaines, peut-être des centaines de milliers de bouquins sur absolument tous les sujets possibles et inimaginables. Si à un moment tu as envie de consulter du contenu qui t'élève ou qui t'apprend des choses, c'est pas difficile, tu vois, et les bouquins c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc c'est possible. Et il s'agit pas, moi je pense que c'est une erreur, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est une erreur de vouloir éliminer à tout prix. Tu vois, si t'es quelqu'un qui te respecte pas, il n'y a pas de souci, tu vois, ou qui est toxique, il n'y a pas de souci. Il y a des personnalités qui sont toxiques, des gens qui veulent à tout prix te faire souffrir. Ces gens-là, tu les vires, il n'y a pas de remords à avoir dans ces cas-là. Mais les gens par contre qui sont sympas, avec qui tu passes un bon moment, avec qui tu rigoles bien, simplement qui sont pas dans le même délire que toi, je pense que t'as pas besoin de les éliminer, simplement tu peux compenser en fait, tu peux compenser les moments où t'as l'impression de rien apprendre par des moments où t'apprends plein de trucs, et puis compenser les moments où t'apprends plein de trucs mais où tu rigoles pas beaucoup avec des gens avec qui t'apprends rien mais avec lesquels tu rigoles, tu vois. Et c'est dans cet équilibre là, je trouve qu'on trouve vraiment du bonheur à vivre ces journées et du plaisir, et c'est aussi ça l'important. Donc voilà, pour répondre à ta question, je sais pas, après je les connais pas tes amis, si ça se trouve ils sont insupportables, hein, mais tu vois, si c'est juste des gens qui partagent pas la même passion que toi, ou qui sont un petit peu négatifs mais avec lesquels tu rigoles bien, tu peux juste passer un peu moins de temps avec eux, mais ça vaut pas forcément le coup de les éliminer ou de les abandonner, tu vois. Après si tu les détestes mais que tu veux pas les abandonner parce que tu culpabilises, là c'est un autre problème, tu vois. Là, si tu les détestes, c'est que probablement que t'as de bonnes raisons, et dans ce cas-là, il vaut mieux, tu vois, mieux vaut être seul que mal accompagné, quoi. Voilà, c'était mon avis. Ensuite, j'ai une question de Damien qui me dit « Bonjour Antoine, voilà tout. Mon projet est sur papier, il est même déjà en route, mais à côté de ça, j'ai une belle opportunité niveau salariat, une boîte qui me fait confiance et qui me donne des responsabilités pour mon jeune âge. Entre parenthèses, une chance. J'ai envie de me lancer entièrement dans mon projet, mais j'ai cette crainte de gâcher une chance. Que conseillerais-tu » Alors, deux choses que je vois dans ta question, Damien. Première chose, ton projet est sur papier, donc ton projet n'existe pas. C'est-à-dire que avoir un projet sur papier, moi je peux te le faire en 10 minutes. Tous les jours, je note 10 idées de business en ligne là, en ce moment. Donc c'est pas compliqué d'avoir des idées, tu vois, t'as des process, t'as des manières d'en trouver, il y a 7 milliards de gens qui réfléchissent et qui trouvent des idées bien meilleures que nous. Ça vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est ce que tu vas produire. C'est la production qui sera ensuite. Donc je sais pas quel est ton projet, peut-être c'est un projet de création de contenu. Donc ce qui aura de la valeur dans ton projet de création de contenu, c'est pas ta petite idée que tu vas noter sur papier ou la stratégie que tu vas noter sur ta feuille A4. Ce qui aura de la valeur, c'est ce que tu vas produire, et c'est à partir du moment où tu vas produire ça que ton projet va commencer à avoir de la valeur. Pour l'instant, il ne vaut rien, et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de le commencer tout de suite et de tester le projet. Moi, j'ai mis 3 ans, tu vois, moi, j'ai pas arrêté mes études pour lancer mon truc. Ça, c'est arrivé après. Moi, j'ai lancé mon projet alors que j'étais toujours, tu vois, j'avais même pas encore mon bac. Donc, avant même de commencer mon école de commerce, j'ai lancé mon projet.
Ensuite, j'ai mis 3 ans à galérer plus ou moins, tu vois, à m'en occuper à moitié, jusqu'à ce que je me dise, ok, là, il y a du potentiel, je peux vraiment en vivre. Et à partir du moment où j'étais sûr que je pouvais en vivre, là, j'ai arrêté mon école de commerce pour lancer. Mais à partir du moment où mon projet était juste sur papier, ça n'avait absolument aucune valeur, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. C'est ton projet, pour l'instant, il a aucune valeur, mais il a un potentiel. C'est-à-dire que peut-être que ça va être un truc génial et que ça va changer ta vie. Le deuxième truc, moi, que je vois dans ta question, c'est qu'à aucun moment, quand tu parles de la belle opportunité au niveau salarial que tu as, à aucun moment, tu me parles de ce qui t'intéresse toi. Tu dis, il y a une boîte qui me fait confiance, qui me donne des responsabilités pour mon jeune âge, et c'est une chance. À aucun moment, tu parles de toi, à aucun moment, tu parles de ce qui t'intéresse toi, et tu dis simplement, c'est une chance parce qu'on m'a choisi. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème qu'on vit aujourd'hui. C'est que on pense, tu vois, que la chance c'est d'être choisi et c'est pas de choisir. Alors que la vraie chance c'est de trouver son truc, le choisir et de le faire soi-même. Et tu vois, on est extrêmement canalisé depuis l'école. Et moi, pour moi, c'est un des problèmes de l'école aussi, c'est qu'on nous apprend à ne rien faire et à attendre d'être choisi. On nous apprend simplement à faire ce qu'on nous demande de faire, mais à jamais prendre d'initiative, à jamais être créatif et à attendre d'être choisi, c'est-à-dire à attendre qu'un prof nous dise, ok, ça c'est bien, là ça mérite une bonne note, ou alors bah là je t'accepte dans mon école pour ça. Enfin, tu vois, c'est une grosse blague. Moi, j'ai passé des entretiens, des sortes d'entretiens d'embauche, tu vois, pour être accepté dans mon école de commerce. J'y croyais, tu vois, genre à la fin je me suis dit, j'étais content, tu vois, je me suis dit cool, ils m'ont choisi. En fait, ils m'ont rien choisi du tout, tu vois. Une école de commerce c'est juste une boîte qui cherche des clients. C'est comme si t'allais à l'Apple Store et que les mecs te faisaient passer un petit questionnaire pour savoir si t'avais le droit d'acheter un iPhone, tu vois. C'est une grosse blague, au final tu les dépenses les 1000 balles. Bon bah là c'est pareil, au final tu les dépenses tes 7000 balles par an. Eux, s'ils n'ont pas rempli leur siège, s'ils n'ont pas rempli toute leur place, je te garantis qu'ils vont être beaucoup plus souples sur le processus de sélection. Donc, à moins d'aller à HEC, tu vois, ou dans une très bonne école, quand tu vas dans une école lambda, les sélections, c'est une vaste blague. Et moi, je l'ai vu, il y avait des mecs dans ma classe, tu vois, c'était pas des flèches. Bon, il y avait aussi des mecs beaucoup plus intelligents que moi, je sais pas ce qu'ils foutaient là, mais il y avait aussi des mecs, je me suis dit, bon, bah, si lui, il a été accepté, c'est que franchement, c'était pas très compliqué de passer la sélection. Et en fait, tout ça, c'est juste. C'est-à-dire que la sélection sert à rien pour eux, ça sert uniquement pour nous, ça sert uniquement à nous faire croire qu'on a de la chance d'être ici. Ça sert à nous discipliner parce qu'ils nous font croire qu'on a été choisi, donc on a une chance. Donc comme on a cette chance, il faut respecter la chance et donc il faut bien se comporter, il faut être docile en fait, c'est tout, c'est ça qu'on nous demande. Donc finalement, je trouve qu'on attend trop souvent d'être choisi et c'est pas notre faute, on a été conditionné pour ça dès l'école, on attend d'être choisi, tu vois, on nous dit il faut être choisi, il faut surtout pas prendre d'initiative, il faut surtout pas choisir soi-même, c'est pas bien, il faut être choisi, on fait APB, on donne ses vœux, on attend d'être choisi, tu vois. On donne son dossier, on fait que donner des trucs, tu vois, on donne un CV, puis on marque rien sur le CV, tu vois, le CV on s'en fout, on dit hop, je donne un CV, s'il te plaît, choisis-moi. Mais pourquoi il devrait te choisir? Pourquoi toi t'as envie de bosser dans cette boîte? Qu'est-ce qui toi t'intéresse? Et le problème c'est qu'on est dans une situation où il y a du chômage, où on dit aux gens si vous avez un boulot, vous avez de la chance et vous avez intérêt à vous taire et à profiter de la chance que vous avez, mais c'est des conneries tout ça, tu vois. Si t'as un boulot, c'est que le mec il a besoin de toi, je veux dire, si le mec t'a embauché, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas parce que t'es l'élu, tu vois, si le mec t'a embauché, c'est parce qu'il a besoin de toi, c'est peut-être toi qui peux le choisir, tu vois. Et moi c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'être indépendant et de faire mon truc dans mon coin, c'est parce que j'ai pas envie d'être choisi, c'est bon, j'ai attendu d'être choisi pendant 20 ans, au bout d'un moment j'en ai marre d'être choisi dans des trucs pourris, tu vois, on fait croire que c'est génial sous prétexte qu'on me choisit, en fait c'est de la merde. Moi j'ai créé ma boîte, alors quand tu crées ta boîte, personne te choisit, alors ça c'est déstabilisant au début. Tu vois, voilà, personne te choisit, il y a que tes clients finalement qui te choisissent, tu vois. Mais tu crées des produits, tu crées ton truc, t'as rien à attendre, t'as juste à faire, tu vois. T'as pas à attendre qu'on te choisisse, à envoyer un bout de papier puis à attendre qu'on te rappelle en suppliant, t'as juste à faire. Et donc forcément, ça casse un peu le truc, c'est pour ça que c'est difficile aussi, c'est parce que les gens souvent ont une mentalité de salarié, mentalité qu'on nous a inculquée depuis le début, c'est normal, on nous dit attends d'être choisi, mais quand t'es entrepreneur, c'est l'inverse, il faut pas attendre d'être choisi, il faut choisir tout de suite. Donc ce que je voudrais dire c'est, est-ce que cette opportunité elle t'intéresse vraiment? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou est-ce qu'on te fait juste croire qu'on t'a choisi et donc que la moindre des choses c'est d'accepter cette proposition là? Si ça se trouve ça va être de la merde. Maintenant si ça t'intéresse, peut-être qu'il faut le faire, peut-être qu'il faut tenter ta chance, peut-être qu'il faut voir justement si ça te plaît. Et souvent peut-être que tu vas détester le salariat, mais si tu l'as pas testé tu pourras pas savoir. Moi c'est en faisant des stages tout pourris que j'ai su que je voulais pas faire ça de ma vie, tu vois, je voulais plus jamais être salarié parce que j'ai fait des stages, alors j'ai fait aussi des bons stages, mais j'ai fait 2 ou 3 stages qui m'ont vraiment déplu et je me suis dit ok c'est bon, c'est pas pour moi quoi, je veux pas faire ça. Probablement que si j'avais pas fait ces stages, je serais encore en train de me demander aujourd'hui est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix là. Et le fait d'avoir sélectionné la mauvaise option au début et d'avoir vécu la mauvaise option, ça me permet de savoir qu'aujourd'hui je suis dans la bonne option pour moi.
Donc je peux pas choisir à ta place, je te connais pas, tu vois. Et c'est pas à moi de choisir, la seule personne qui doit choisir c'est toi, mais pour choisir tu dois avoir toutes les cartes en main, et peut-être qu'il faut tenter l'aventure, peut-être qu'il faut tester le truc. Donc voilà, je sais pas si je t'ai beaucoup aidé, simplement je te donne mon avis là-dessus. Ensuite j'ai une question de Fabien qui me dit: bonjour Antoine, comment rendre psychologiquement concret un objectif psychologiquement vague? J'ai plusieurs objectifs, entre autres de développement personnel, notamment de retrouver mon poids de forme, il y a du boulot, mais le temps passant et la dureté a rendu l'objectif vague ne me conduisant plus. Alors, bonne question Fabien. Moi je pense que les objectifs c'est un problème parce qu'on passe son temps à vouloir avoir des objectifs ou des, tu vois, les fameuses bonnes résolutions de nouvelle année. Et ce qui est important pour moi, c'est pas les objectifs, c'est ce que tu vas faire au quotidien pour les atteindre. Et vaut mieux faire un truc au quotidien et te discipliner au quotidien pour atteindre un objectif qui est vague, plutôt que d'avoir un objectif qui est super précis, mais de pas savoir ce que tu vas faire demain. Par exemple, tu vois, je veux perdre 27 kilos, tu vois, c'est un objectif qui peut pas être plus précis, tu vois, je veux perdre exactement 27 kilos. C'est un objectif qui est ultra précis, mais si tu sais pas ce que tu vas faire demain pour commencer à perdre ces kilos, comment tu veux atteindre cet objectif? Et c'est pour ça que la plupart des gens ne tiennent pas leur résolution nouvelle année, parce qu'ils se donnent un objectif, parfois vague, parfois précis, mais surtout, ils se fixent pas une action quotidienne qui va leur permettre d'atteindre cet objectif. Et moi, je suis convaincu, moi je crois énormément dans les habitudes, et je pense que tous les succès où on peut atteindre quasiment n'importe quel objectif, pas en étant super ambitieux ou en ayant des objectifs super précis ou en faisant un joli tableau Excel, mais simplement en prenant des bonnes habitudes quotidiennes et en s'y tenant. Et si tu veux perdre du poids, bah probablement que la meilleure solution, c'est pas de se dire je veux perdre pile 27 kilos avant le 27 novembre, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire tous les jours pour perdre du poids. Et un truc qui est réaliste, un truc que tu peux faire, tu vois. La première chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est par exemple de sauter un repas, tu vois. Au lieu de faire 3 repas par jour ou 4 repas par jour comme font la plupart des gens, je vais faire 2 repas par jour. C'est beaucoup mieux de faire 2 repas par jour si tu veux perdre du poids, parce que le problème quand on mange toute la journée, c'est qu'on se remplit sans arrêt, tu vois. Dès qu'on a un petit peu faim, hop, on bouffe et à chaque fois on bouffe trop. Si on fait que 2 repas, on va avoir le sentiment même si on a très faim, quand on mange, on va avoir le sentiment de satiété qui va arriver assez vite. On va pas manger autant si on fait 2 repas par jour que si on fait 4 repas par jour. Donc par exemple, alors moi ce que je fais, tu vois, moi c'est pas pour perdre du poids, mais c'est parce que je travaille mieux comme ça et c'est plus agréable pour moi. Moi je fais un smoothie, tu vois, ou une purée de fruits le matin, donc je mange que des fruits le matin, et ensuite je me fais un gros repas le soir, tu vois. Mais il se trouve que finalement je mange un peu moins en faisant comme ça, et ouais, et ça me convient, tu vois. Et finalement la faim finit par disparaître. Au début t'as très faim à midi, mais c'est une illusion. En soi on n'est pas censé avoir faim toutes les 2 heures, tu vois. Donc au début t'as très faim à midi, puis au bout d'un moment ça passe. Mais tu vois ce que je veux dire, alors je vais pas te faire un plan pour maigrir, tu vois, c'est pas mon mathématique. J'ai jamais eu besoin de maigrir spécialement, j'ai toujours eu la chance d'avoir un métabolisme qui le fait à ma place. Donc je serais très mauvais pour t'en parler, mais simplement ce qui est important c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui que tu pourras refaire demain. Et un autre problème avec les objectifs ambitieux, c'est que souvent on a des objectifs très ambitieux et on est ultra motivé pendant une semaine. Mais on est ultra motivé parce qu'on voit l'objectif final, on se dit waouh, ça va être génial quand j'aurai perdu mes 27 kilos. Simplement, tu vas pas les perdre en une semaine tes 27 kilos, tu vas peut-être perdre 500 grammes en une semaine, et donc au bout d'une semaine, tu vas te décourager, tu vas dire putain, mais cette semaine, je suis allé courir 6 fois, j'ai bouffé 3 calories par jour, je comprends pas, j'ai pas perdu mes 27 kilos. Mais oui, parce que ça prend du temps. Donc finalement, la priorité, c'est pas de bosser, d'être hyper motivé pendant une semaine, c'est même pas, en fait, la priorité, c'est de pas avoir à compter sur la motivation. Parce que si tu veux perdre 27 kilos, c'est pas pour toi spécialement, je sais pas ce que tu veux perdre, tu vois. Mais imaginons que tu veuilles perdre 27 kilos, il va falloir une quantité énorme de motivation si tu fais des sacrifices du style aller courir 6 fois par semaine alors que tu n'as jamais couru de ta vie, ça va être extrêmement difficile. Donc ce qui compte, c'est peut-être de trouver des habitudes quotidiennes qui dépendent pas de ta motivation, mais dans lesquelles tu trouves du plaisir, tu vois. Par exemple, tu vas sauter le repas du midi, du coup tu vas être plus léger, tu vas en profiter pour travailler, pour faire des trucs qui t'intéressent, pour aller au sport, je sais pas. Et puis le soir, tu vas te faire un truc qui va vraiment te faire plaisir, tu vas faire la cuisine, tu vas mijoter ton petit truc au lieu de le bouffer vite fait chez McDo, tu vois. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir des résultats sans te sacrifier, sans avoir une vie atroce, sans faire appel à ta motivation, mais juste en te faisant plaisir et en changeant tes habitudes, voilà. Bon alors j'ai sauté quelques questions là parce que je me rends compte que je prends beaucoup de temps pour y répondre. J'ai une question de Nathalie qui me dit: salut Antoine, j'ai le projet de lancer un podcast actuellement en gestation. Alors petit aparté, lancer un podcast c'est pas comme un bébé, t'as pas besoin de 9 mois pour le faire. Donc je te réponds la même chose que j'ai répondu à Damien. Qui est ton projet, tu vois, t'as pas besoin d'avoir ton podcast en gestation pendant 9 mois, tu vois, tu peux le lancer tout de suite. Bref,
J'ai le projet de lancer un podcast et j'aimerais le faire diffuser sur une radio locale en même temps. Crois-tu que c'est une bonne idée pour avoir plus de prospects qui seront faciles à convertir en clients de mon contenu? Merci pour ta réponse et bonne continuation. Alors un des problèmes quand on lance un podcast, c'est que c'est pas évident de développer une audience parce que contrairement à YouTube, tu vois, il y a pas d'audience, tu vois, il y a pas de plateforme de podcast qui va gratuitement te donner une audience, tu vois, donc il va falloir aller chercher ton audience toi-même. Alors la question pour moi qui est importante de se poser, c'est pas comment est-ce que je pourrais faire pour avoir le plus de prospects ou le plus de clients ou le plus d'audience possible? La question à se poser, c'est où aller chercher les gens qui vont pouvoir acheter mes produits, qui vont pouvoir devenir clients ou qui vont pouvoir être le plus intéressés par ce que je fais. Donc, pourquoi pas passer sur une radio locale si tu en as la possibilité, mais si cette radio locale, je sais pas, si tu parles de j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, si tu parles de comment je sais pas, de comment pas prendre de coups de soleil et que la radio locale c'est Radio Picardie, tu vois, ça va être moyen, tu vois, ça va pas trop marcher. Donc c'est un exemple évidemment un peu absurde, mais l'idée c'est de pas simplement passer dans une radio locale parce que ça va t'apporter une audience ou une visibilité. On s'en fout de la visibilité. L'idée c'est d'aller chercher l'audience que tu veux, l'audience qui pourrait devenir des clients là où elle est. Attends, parce qu'il y a mon chien là qui a trouvé un bouchon, qui a décidé de jouer avec, donc si t'as des petits bruits très pénibles en fond, ils ont dormi, mon chien et mon chat là, ils ont dormi pendant 4 heures, et c'est toujours pareil, dès que je commence le podcast, les mecs s'excitent, ça y est, c'est l'heure du jeu. Bref, je peux rien faire, parce que si je les enferme dans une pièce, ils vont se mettre à japper, à miauler, etc., c'est la basse-cour, donc on vit avec, on fait avec, ne t'inquiète pas. Donc, Nathalie, pour répondre à ta question, je pense que je connais pas ta thématique, tu vois, donc je peux pas te répondre spécifiquement, mais je pense que la première question à se poser, c'est où se trouvent les gens qui pourraient être intéressés par mes produits? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont dans tel endroit? Est-ce qu'ils ont tel âge? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes? Où est-ce que je pourrais les trouver? Où est-ce que je pourrais les toucher? Et à partir du moment où tu sais exactement quel type de personne tu as besoin pour vendre des produits, pour gagner ta vie avec ce que tu fais, t'as plus besoin finalement de juste faire de l'audience. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de gens qui te suivent. Tu peux gagner ta vie finalement avec une petite audience. Enfin, de toute façon, tu le sais, c'est quelque chose que je répète souvent, mais moi, j'ai pas une très grosse audience et j'ai commencé à gagner ma vie avec une audience encore plus petite que ça. J'ai plein d'exemples, des gens que j'ai pu accompagner en coaching et que j'ai aidé, ils vivent maintenant de ce qu'ils font avec souvent une audience, enfin, tu vois, avec une audience parfois beaucoup plus petite que la mienne, avec quelques centaines seulement de personnes qui les suivent. Donc, ça dépend quel est ton objectif. Si ton objectif, c'est juste de partager ta passion à un maximum de monde, ou si ton objectif, c'est juste de faire de l'audience, est-ce que c'est la gloire ou est-ce que c'est le business, tu vois? Si ton objectif maintenant, c'est de créer un business rentable, pouvoir en vivre et avoir tous les avantages que ça procure, la priorité ça va pas être juste de faire de l'audience et d'aller chercher à droite à gauche tous les moyens de faire de l'audience. La priorité ça va être de trouver la bonne audience et de créer la bonne ligne de produit. Et ça je vais pas te refaire un dessin, on en parle quand même très souvent sur le podcast. Ensuite j'ai une question de Patrick. Salut, merci pour le contenu, je te suis depuis le début et j'ai pas mal partagé ton contenu. Question, salut Antoine, comme tu l'avais expliqué dans une ancienne vidéo que tu avais amorcé ta chaîne YouTube avec une vidéo buzz pour capter une partie des personnes vers ta chaîne, sorte de black hat, le referais-tu aujourd'hui? Tu parles de régularité maintenant, mais sans ce buzz initial, comment tu aurais amorcé ta chaîne? Alors, je récapitule juste pour ceux qui ne me suivent pas depuis suffisamment longtemps. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc ça devait être il y a 2 ans à peu près, j'avais fait une vidéo qui parlait ça avait fait le buzz en fait, ça avait fait 500 000 vues, ça parlait d'une arnaque Snapchat, tu vois, un truc à la con, qui avait strictement rien à voir avec mathématiques, c'est juste pour faire un test, et le test avait marché, ça avait fait c'est pas que ça avait fait le buzz, mais c'est juste la vidéo avait fait énormément de vues, j'ai dû faire plus de 500 000 vues. Cette vidéo aujourd'hui elle a un nom répertorié, parce que ça m'a saoulé, ça m'a apporté plein de touristes sur ma chaîne, vraiment des gens qui m'ont pas été très utiles, tu vois. Et cette vidéo, elle est toujours en ligne, mais simplement elle est non répertoriée. Et du coup, Patrick, il me demande si c'est grâce à ça que ma chaîne a décollé et si on peut quand même réussir sans faire ce buzz initial, si j'ai bien compris. Alors, je tiens à dire que c'est pas grâce à cette vidéo que ma chaîne s'est lancée, c'est grâce au blog que j'avais fait tourner pendant 3 ans. Et il faut pas l'oublier, tu vois, c'est-à-dire que on est tout le temps à la recherche, tu vois, du petit truc, le petit black hat, tu vois, la petite technique qui va tout faire décoller d'un coup. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Regarde, même récemment, j'ai fait une autre vidéo là qui a fait un gros buzz là sur Facebook, mais un truc de fou, ça a dû faire 2 millions de vues, un truc de dingue, tu vois. Et ça a rien changé au niveau de mes ventes, ça a strictement rien changé parce que les gens qui tombent sur une vidéo comme ça, qui va les secouer un petit peu,
ils vont pas forcément s'abonner, ils vont pas forcément continuer à te suivre et surtout ils vont pas acheter tout de suite, tu vois, ils vont attendre plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plus longtemps que ça et l'immense majorité va t'oublier. Ce qui compte, c'est la relation de long terme que tu auras nouée avec les gens, tu vois. Et moi, la seule raison pour laquelle j'ai pu commencer à vivre de ma chaîne YouTube assez vite, c'est parce que pendant 3 ans, j'avais fait tourner un blog, tu vois, où j'avais développé une audience qualifiée qui me suivait depuis longtemps. C'est la seule raison, c'est pas pour une vidéo, c'est pas une vidéo, pas souvent, ça peut être le cas, mais c'est rarement une vidéo qui va faire décoller ta chaîne. Alors ça peut la faire décoller en termes de nombre d'abonnés, mais c'est pas une vidéo qui va faire décoller ton business, c'est pas une vidéo qui va faire décoller tes ventes, jamais. J'ai même fait des vidéos de vente, justement des vidéos où je présentais un produit qui sont extrêmement bien référencés, qui ont fait des dizaines de milliers de vues, et pourtant le produit c'est même pas plus vendu. Parce que c'est difficile de vendre à froid, tu vois, de vendre à une audience qui te connaît pas. C'est extrêmement rare que tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors moi ça m'est peut-être déjà arrivé 1 ou 2 fois, tu vois, mais pas souvent quand même. Est-ce que c'était déjà arrivé de tomber sur une vidéo d'un parfait inconnu qui te raconte un truc et au bout de 10 minutes acheter son produit à 50 ou à 100 euros? C'est quand même extrêmement rare, tu vois. Quand tu achètes un produit sur internet, tu as besoin de connaître la personne, tu as besoin de savoir quelle valeur il peut t'apporter, tu as besoin de savoir si tu matches avec ce qu'il raconte, tu as besoin de savoir tout un tas de choses qui prennent du temps à savoir. Donc c'est pas une vidéo qui va faire décoller ça, c'est tout un tas de contenu que tu vas faire, c'est la durée. Et alors moi je sais que parmi les gens qui m'ont suivi grâce à cette vidéo qui avait fait le buzz, en effet il y a des gens qui continuent à me suivre encore aujourd'hui, qui sont devenus clients, etc. etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Comparé, tu vois, il y a peut-être 0,01%, tu vois, de tous les gens qui ont vu la vidéo. Donc l'essentiel, encore une fois, c'est pas de faire une vidéo ou un truc qui va marcher parce que ça marche, tu vois, c'est facile de faire une vidéo qui marche, franchement. Il suffit de regarder les tendances, de refaire à peu près la même chose, de trouver une idée un peu créative, c'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant, tu vois, ce qui va être intéressant pour toi si tu veux vivre de ce que tu fais, c'est de développer une relation avec ton audience, une relation de confiance, une relation de valeur, parce que entre une personne qui s'emmerde toute la journée, qui binge-watch des vidéos YouTube du matin jusqu'au soir, qui regarde 7 heures de vidéos YouTube par jour et qui passe 2 minutes devant ta vidéo parce qu'elle est marrante, et quelqu'un qui dépense 100, 200 ou 300 euros pour acheter un ou plusieurs de tes produits, on est d'accord qu'il y a quand même une petite différence, il y a quand même une petite différence de valeur, de qualité dans la personne qui te suit. Et pourtant, tout le monde est à la recherche des gens qui ont strictement rien à foutre de leur gueule et qui binge-watch des vidéos YouTube toute la journée. Et personne est à la recherche de gens qui vont, peut-être qui vont te suivre pendant des années, qui vont venir à tes événements, qui vont acheter tes produits, qui vont te faire vivre. Et on est là en train de se mettre à genoux devant des gens qui en ont rien à foutre de nous et à essayer à tout prix de leur faire plaisir. Alors qu'à côté, tu as des gens qui sont prêts à te faire vivre, tu vois, qui ont beaucoup plus d'importance pour toi, qu'on méprise, tu vois, on les méprise parce qu'on fait pas du contenu pour eux. On fait pas du contenu pour eux parce qu'on peut pas faire du contenu pour tout le monde en même temps. Tu peux pas à la fois faire du contenu pour le mec qui binge-watch des vidéos YouTube toute la journée et pour le mec qui a vraiment envie d'avancer dans sa vie et qui pense que ton contenu pourrait l'aider à changer. C'est pas le même contenu pour ces deux personnes-là. Il y a une personne qui va avoir besoin d'un contenu profond, un contenu peut-être plus, tu vois, moins consensuel, un contenu beaucoup plus long aussi, un contenu sur la durée, quelqu'un qui va l'accompagner, tu vois. Et l'autre, il a juste besoin de divertissement rapide, tu vois. Il a besoin de son shot de dopamine. Bon, je trouve ça plus agréable de bosser pour le premier. Je trouve ça plus agréable de bosser pour la personne qui s'intéresse en effet à toi, qui a envie d'apprendre des trucs. Et quand tu fais ça, ça te permet de faire des podcasts. Regarde, j'en suis à 28 minutes là, ça fait 28 minutes que je parle tout seul. Ça te permet de faire des podcasts super longs, ça te permet d'en sortir tout le temps, ça te permet de vendre, ça te permet de... Ouais, c'est quand même plus cool de bosser dans ces conditions. T'es pas toujours dans le stress de dire est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça va pas leur plaire. Non, parce que c'est des gens qui te suivent depuis longtemps, tu vois, c'est pas grave. Si un jour tu dis un truc qui leur plaît pas, ils reviendront demain et puis ça ira mieux, tu vois. T'es pas en train de dire il faut absolument que je leur donne leur shot de dopamine du jour. Non, c'est pas, tu vois, t'es pas impatient avec tout un tas de mecs qui ont besoin de leur morphine, quoi. T'es juste là en train d'aider des gens à qui tu peux apporter de la valeur, que tu peux vraiment aider. Moi, je trouve ça plus intéressant de bosser comme ça. Bon, je vais pas en reparler, j'en parle déjà tout le temps. Mais souvent, il y a des gens qui me disent oui, les gens cherchent une excuse. Moi, je suis pas un modèle de réussite, tu vois. Simplement, moi, mon truc, ça marche. Voilà, je fais un petit truc avec une petite audience, ça fonctionne. Et il y a tellement de gens qui n'ont pas confiance en leur capacité à faire la même chose, alors qu'ils pourraient complètement faire la même chose, qui vont trouver des justifications. Ils vont se dire ah oui, non mais attends, c'est parce que non mais c'est normal, c'est parce qu'il a fait un blog à l'époque où c'était pas encore très connu, donc ça c'était plus facile. Ah non mais c'est normal, c'est parce qu'il a fait une vidéo qui a fait le buzz. Ah non mais c'est normal, c'est parce qu'il est jeune. Ah non mais c'est normal, c'est parce qu'il parle bien. C'est n'importe quoi.
C'est juste parce que j'ai dû faire plus de 600 contenus et parce que j'ai essayé de travailler un peu, d'affiner le truc, de voir comment je pouvais apporter de la valeur aux gens, de voir quels étaient les principaux problèmes de mon audience et d'essayer d'y répondre, c'est tout. Et de faire suffisamment, j'ai dû faire plus de 30 ou 40 formations ou peut-être 50 formations aujourd'hui. Donc, et de faire suffisamment de formations pour pouvoir en vivre. C'est tout, la méthode tu l'as, je veux dire, il suffit de regarder ce que je fais, de faire la même chose, c'est pas compliqué, tu vois. La méthode tu l'as. Maintenant, faut arrêter de chercher des excuses pour justifier le fait que tu le fasses pas. Si tu le fais pas, c'est juste que tu le fais pas, c'est tout. Que t'as pas envie de le faire ou que ça prend du temps. Mais arrête de trouver des excuses à ça, parce que c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Si tu veux y arriver, c'est... Moi, je suis là pour t'aider, mais pour que je puisse t'aider, il faut vraiment que tu en aies envie, tu vois. Il faut que tu sois ouvert à ça. Il faut que tu saches il faut que tu comprennes que c'est possible. Si tu penses que c'est impossible pour toi, on n'y arrivera pas, c'est même pas la peine. Bon, ensuite, j'ai une question de Christophe. Désolé, je veux pas être dur, vraiment pas, mais... question de Christophe. Salut Antoine, voici ma question. L'expatriation vers un pays pour digital nomade est-il le meilleur accélérateur pour son business ou même le débuter sur les meilleures bases possibles? Excellent ton podcast avec Jean Rivière qui m'a inspiré cette question. Je vois l'expatriation comme le moyen de se réinventer une vie sur le plan professionnel et personnel. Merci pour ton éclairage et bravo pour ce que tu fais Christophe. Alors, moi je pense Christophe alors l'expatriation ça peut être ça ou autre chose, mais... Souvent, quand on est dans un environnement qui ne change pas, c'est très difficile de changer. Regarde, moi j'ai été en école de commerce pendant 3 ans et mon business a littéralement gelé sur place. C'est-à-dire que j'avais commencé un blog, j'étais vachement actif avant et ensuite pendant 3 ans, j'ai posté mais presque rien, tu vois, j'ai vachement ralenti la cadence. Enfin vraiment, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire j'aurais pu vivre de mon truc en 6 mois, j'en suis sûr. Sauf que j'ai attendu 3 ans. Pourquoi j'ai attendu 3 ans? Parce que j'étais dans un environnement qui ne bougeait pas. J'étais dans un environnement d'école de commerce, où, tu vois, tout le monde, personne faisait ce que je faisais, chacun avait ses envies, ses ambitions, ses trucs, tu vois. Et du coup, j'étais pas dans un environnement, j'avais besoin d'un changement vraiment j'avais besoin d'un coup de pied au cul. J'avais juste besoin d'un coup de pied au cul. Et le jour où je me suis dit, bon, maintenant, je sais que je peux en vivre parce que j'avais fait des thèses, j'avais déjà vendu des trucs, je voyais que ça pouvait marcher, je sais que je peux en vivre. J'arrête mon école de commerce, je pars à l'autre bout du monde et je lance mon truc. Il y a plein de gens qui se seraient dit mais attends, tu vas avoir 20 000 trucs à penser, tu vas être tout seul à l'autre bout du monde, comment tu veux travailler dans ces conditions? Et en fait c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que je suis parti à l'autre bout du monde, je suis retrouvé au Sri Lanka dans un pays, tu vois, j'avais jamais voyagé tout seul, je me suis retrouvé au fin fond du Sri Lanka, tout seul à Colombo, au milieu des tuk-tuk, tu vois, enfin le bordel pas possible. Et on aurait pu penser que ça m'aurait paralysé, en fait au contraire, ça a été le meilleur coup de pied au cul que j'aurais jamais pu avoir dans ma vie. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, j'ai commencé à vendre des produits régulièrement, c'est grâce à ça que j'ai commencé à vivre vraiment de mon activité. C'est parce que j'ai radicalement changé mon environnement du jour au lendemain. Alors je suis pas en train de te dire qu'il faut s'expatrier, tu vois, moi je me suis pas expatrié, ça a juste été un voyage, ça peut partir juste d'un voyage, le mieux c'est de faire le test, ça peut être changer son environnement, découvrir de nouvelles personnes, rentrer dans un nouveau réseau, tester de nouvelles choses, se passionner d'un nouveau truc, lire, même ça peut juste même être lire un livre, tu vois. Moi j'ai lancé mon blog après avoir lu La Semaine de 4 heures, c'est un livre qui m'a foutu une énorme claque, sans ce livre je ferais peut-être pas ce que je fais aujourd'hui, tu vois, ou découvrir un créateur de contenu ou quelqu'un qui t'inspire, ça peut être juste un truc aussi simple que ça peut être une petite étincelle. Mais le fait de changer radicalement son environnement, je pense que évidemment, si ton environnement change, c'est difficile soi-même de pas changer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un voyage assez extraordinaire et qui reviennent en étant changés, et tu le vois, tu vois, ils reviennent, ils sont changés, ils pensent différemment, parfois ils sont plus tolérants, parfois, tu vois, juste les gens sont changés parce que quand tu restes dans le même environnement toute ta vie, c'est très difficile. C'est très difficile de t'ouvrir un peu, c'est très difficile de changer de point de vue, tu vois. La fameuse, on revient à la fameuse première question de Théo qui disait on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai, et c'est un peu pour ça aussi que y a les fameux problèmes, tu vois, aujourd'hui n'importe qui peut être amené à faire une grande école ou amené à réussir sa vie et à gagner beaucoup d'argent. Et pourtant on voit bien que les schémas se répètent et que quand tu nais au fin fond de la Picardie, t'as moins de chances de faire un boulot qui te permet de bien gagner ta vie que quand tu nais dans le 6e à Paris, tu vois. Et c'est pas parce que les mecs en Picardie, tu vois, ont des inégalités à la base, tu vois, légales, c'est-à-dire que légalement ils peuvent faire la même chose, c'est juste qu'ils sont dans un environnement qui ne change pas, qui bouge pas et qui est pas super stimulant, tu vois. Donc voilà, enfin peut-être pas pour ce qu'ils ont envie de faire. Donc je pense que ouais, l'environnement c'est extrêmement important et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien vivre dans une ville, tu vois, où il y a un environnement stimulant, que ce soit, tu vois, Paris, New York, juste une ville où les gens bougent, où les gens travaillent, même s'ils font des trucs qui m'intéressent pas, juste le fait de voir des gens ambitieux autour de moi, même si je leur parle pas, tu vois, moi ça me motive, voilà, ça me donne envie de faire des trucs, ça me donne envie de me bouger.
Plus que si j'étais dans un bled où il y a les mêmes personnes depuis 50 ans qui picolent toute la journée, tu vois. Alors c'est pas pour critiquer, ça peut être sympa aussi, peut-être je finirai ma vie dans un endroit comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui motive, c'est pas ça qui me stimule. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si dans ta vie, t'as l'impression d'être dans un environnement qui change pas, t'as l'impression d'être dans un environnement qui est pas stimulant, s'expatrier, ça peut être une solution. Peut-être simplement commencer par un voyage, commencer par juste quelque chose qui va te sortir complètement de tes habitudes et de ton environnement pour voir si ça peut te donner des idées. Et moi, j'ai jamais eu, mais jamais eu autant d'idées que pendant mes voyages. Pendant mes voyages, c'est une mine d'inspiration, c'est un truc inimaginable. Parce que premièrement, je suis tout seul, j'ai pas, tu vois, il n'y a rien qui me parasite le cerveau, je suis vraiment seul avec moi-même, et c'est à ce moment-là souvent qu'on trouve le plus d'idées. Et ouais, et puis voilà, je suis dans un environnement qui est tellement différent que je perds tous mes repères. Et quand tu perds tes repères, bah tes idées elles correspondent toujours à ce que tu vois, tu vois, les idées on les fabrique pas, les idées on les assemble. Et quand tu as de la nouvelle matière, quand tu as de la matière différente, bah, tu peux assembler de nouvelles idées, par définition. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu aux questions. On est reparti là pour une série de podcasts. Je vais vraiment essayer, alors je vais sûrement pas en faire le week-end, je vais garder ces 2 jours de repos, mais je vais essayer de combler les jours où j'en fais pas. Moi, mon seul problème, tu vois, la raison pour laquelle je fais plus des podcasts quotidiens, c'est juste que j'arrive pas à faire des podcasts quand je suis pas tout seul. Voilà, c'est tout. Et comme je suis en couple, je suis pas toujours tout seul et c'est compliqué pour moi de travailler dans ces conditions-là. Donc soit je sors, soit je vais me balader et tout, ce qui est pas top. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est les jours où je suis tout seul, comme aujourd'hui, faire 2 ou 3 podcasts, comme ça je vais essayer de combler les jours de la semaine. Alors je te promets rien, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis voilà, je suis de retour, j'espère que ça te plaît et on se retrouve très vite demain pour un prochain podcast. À demain.